L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça va et toi? Bon, ça va, c'est tranquille. Un peu chaud ici, mais ça va. Ah, c'est l'été, hein. Oui, non, non, je me plaignais pas, hein. Même ma tortue Herman, je l'ai ramenée dans la maison et là, elle est en train de faire la sieste, tu vois, c'est mieux pour elle. Ouais, il fait chaud aussi. Bon, après, c'est une tortue. C'est quoi comme tortue? C'est une tortue Herman, Testudo hermani. Ouais, c'est une tortue de terre, j'imagine. Mais Oui, je ça connais. vit, c'est une tortue terrestre qui fait partie des 3 grandes espèces de tortues terrestres en Europe. Donc les tortues Herman, elles sont principalement en Espagne, dans le sud de la France et en Italie. Ensuite, plus vers l'est, tu as les tortues grecques et si tu pars encore plus vers l'est, il y a les tortues russes. Elles ont pas vraiment la même morphologie. D'accord, ok. Elles se ressemblent, tu peux avoir des hybrides, c'est des espèces proches, mais voilà. Ok, bah tu vois, je connaissais pas tout ça. Les tortues, ça fait longtemps que j'ai même pas vu une tortue, à vrai dire. Bah, si tu veux, je pourrais allumer ma caméra et te les montrer en jardin si je les vois rêver. Ouais, ben, s'il y a la possibilité à un moment ou un autre, pourquoi pas, quoi. Ça peut être sympa. Et sinon, du coup, enfin voilà, que t'inspire le sujet? La théorie de Darwin est-elle sous-évoluée? Bah en fait, je pense que la valeur la plus intéressante qu'il y aurait à cette question, ce serait dans le sens de est-ce qu'il y a certains phénomènes, certains mécanismes où la théorie n'est pas forcément qu'on a utilisé pendant des années, la façon dont on avait de voir l'évolution n'est pas forcément la plus pertinente. Par Mhm. exemple, il y avait Richard Dawkins qui pendant toute une période avait un peu popularisé l'idée de voir l'évolution autour du gène. Et puis finalement, et on se voyait qu'il y avait plus une relation entre les gènes et le phénotype et l'environnement. Je pense que c'est difficile de centrer l'évolution autour d'un phénomène précis ou d'un mécanisme précis, même s'il y en a qui sont quand même clés à certains points, comme la survie et la reproduction des organismes vivants et de leur patrimoine génétique. Euh, Peut-être que le fait qu'on voyait l'arbre de la vie comme un truc qui était juste linéaire, sans forcément tenir compte des transferts de gènes horizontaux, et justement on s'est rendu compte que c'était un truc qui pouvait arriver. Euh, voilà, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, l'évolution, parce que le vivant est très complexe. La façon dont il peut changer au cours du temps et tous les mécanismes qui peuvent influencer là-dessus, c'est très complexe. Et Mhm. peut-être que sur certains points, et ça c'est le cas à mon avis, les biologistes dans le domaine, à mon avis, ils se foutent sur la gueule sur quelle façon de voir les choses explique au mieux ce qu'on observe et ce qu'on devrait prédire dans différents scénarios. Voilà, peut-être qu'il y a des idées à déconstruire et peut-être qu'il y a des façons plus pertinentes de voir l'évolution du vivant et d'essayer de le comprendre. Mais dans tous les cas, moi je suis biologiste de formation, j'ai 2 masters dans le domaine. Il n'y a aucun doute sur le fait que les organismes vivants partagent un ancêtre commun, que la spéciation arrive, etc., etc. D'accord, ok. Donc si je te demande, tu sais, tu connais l'échelle, 0, tu ne crois pas du tout en la... Enfin là, je sais pas. Alors après, si je vais te dire la théorie de l'évolution synthétique, voilà. Ouais, par exemple, l'idée qu'on partage un ancêtre commun avec les autres animaux et tu vois et qu'on partage un ancêtre commun eucaryote avec les bananes, par exemple, j'en suis aussi certain que si je saute par la fenêtre, je vais me casser la gueule. D'accord, oui. En gros, t'es à 100% ou très proche, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Et tu disais, enfin, t'as dit pas mal de choses au début. Voilà, tu parlais de l'arbre linéaire, tu parlais aussi des façons de l'appréhender qui étaient un petit peu différentes. Ouais, il y avait ce qu'on appelle le gene-centric evolution, un truc qui a été remis en question pas mal de fois, hein, ce que j'ai vu. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas, peut-être que tu peux m'en parler, je connais pas. Tu veux que je te parle un peu de la vision un peu centrée sur les gènes? Pourquoi pas, oui, oui, oui. Bah après, voilà, ou Ouais, si ok. t'as autre chose, mais comme t'en parlais, effectivement, enfin voilà, moi, Déjà, j'aime bonne bien. chance pour définir ce que c'est un gène, parce que des fois c'est un petit peu flou. Mais en fait, l'idée c'est que, en fait, entre guillemets, l'information génétique, enfin, tu vois, certaines chaînes d'acides nucléiques vont être à travers le temps plus ou moins douées en fait pour survivre et faire des copies d'elles-mêmes au long terme. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gènes que tu observes aujourd'hui chez beaucoup d'animaux différents, qui parfois sont les mêmes gènes en fait, parce qu'ils viennent d'un ancêtre commun, qui existent toujours parce qu'ils sont très 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 utiles en fait à la survie et la reproduction de l'organisme. Et si ces gènes n'étaient pas là et qu'ils n'étaient pas fonctionnels, l'organisme ne pourrait pas exister. Donc en fait, il y a une sélection en permanence de certains gènes. Mhm. Évidemment, il y a toujours une relation avec leur capacité à coopérer avec d'autres gènes pour constituer un organisme qui sera fonctionnel.
qui sera plus ou moins complexe. Hein. On peut aller de la bactérie à un éléphant, tu vois. Et Je te coupe un instant parce que là tu disais enfin voilà, des gènes qui coopèrent avec d'autres gènes. tout à fait. Parce que en fait, pour beaucoup de fonctions biologiques, il faut que plusieurs gènes interagissent les uns avec les autres. Il faut qu'ils soient tous fonctionnels pour que certaines choses puissent arriver. Par exemple, tu vois, le fait que là, tu as des yeux, là, tout de suite, qui sont fonctionnels, ça va dépendre de gènes qui vont coder pour, tu vois, certaines protéines qui vont pouvoir constituer les bâtonnets, les cônes dans tes yeux, tu vois, par exemple, qui te permettent de détecter la lumière. Mais il faut aussi que tu aies des gènes qui soient fonctionnels pour assurer la fonction des nerfs optiques, qui vont transmettre l'information à ton cerveau, qui lui-même, en fait, a été constitué et continue de fonctionner grâce à d'autres gènes. Ok. Des fois, c'est les mêmes. Des fois, tu as des gènes qui vont être utiles dans toutes les cellules. Hein. C'est ce qu'on appelle les housekeeping genes. Ok. Bah, écoute, je te remercie. Voilà. Et En donc, fait, il y a un phénomène si je de comprends bien, c'est coévolution. un peu une chaîne entre enfin voilà, entre les organes. Peut-être que je En fait, ouais, c'est en fait de la même façon que une espèce peut influencer l'évolution d'une autre espèce au cours du temps. Comme par exemple, tu vois, une fleur qui va pousser pour être très très longue parce qu'elle préfère coopérer avec ce papillon-là qui a une trompe très très longue et en fait ils ont fait une course à l'armement pour faire un truc de plus en plus long parce que ça permettait de maintenir une exclusivité de relation entre cet organisme et cette plante, ce qui leur apporte un bénéfice pour la survie et la reproduction pour les deux espèces. En fait, en suivant ce même raisonnement, différents gènes en fait ont coévolué, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, vu que chaque gène en fait euh, peut être sélectionné et peut survivre à se reproduire ou non en fonction de sa capacité à coopérer avec d'autres gènes, la présence de certains gènes va influencer l'évolution d'autres gènes et vice versa. Ok. Et du coup, donc oui, c'est ça, enfin, tu parlais de la coopération, tu donnais l'exemple du papillon et Ouais, en fait, si tu, en fait, je sais plus le nom de l'espèce précise, mais en fait, si tu veux, t'as une espèce de plante en fait sur une île quelque part, je sais plus. En fait, où la fleur, elle est très très longue, c'est-à-dire que pour atteindre le nectar, faut vraiment aller tout au fond. C'est un truc qui est très exigu, et ce qui fait que pour la plupart des pollinisateurs, c'est un truc inaccessible. Et en fait, il y a une espèce de papillon en fait qui a une trompe extrêmement longue qui permet en fait d'aller chercher ce nectar. Et en fait, des fois, en fait, les fleurs vont développer des adaptations, des formes morphologiques, des structures pour préférer être visitées et être par certains animaux et pas d'autres. Certains pollinisateurs et pas d'autres, ça peut arriver. D'accord. Les fleurs ont des préférences en fait? Alors, pas dans le sens où c'est un truc conscient, mais en fait, si en fait t'as des organismes vivants qui vont être capables de polliniser tes fleurs et assurer leur survie, la reproduction notamment, tu as certains animaux, certains pollinisateurs qui vont être plus efficaces que d'autres pour certaines espèces de plantes pour assurer leur survie et leur reproduction. Et du coup, si tu as dans une espèce de plante, si tu as des fleurs qui ont une morphologie et t'as des caractéristiques qui vont plus efficacement attirer des pollinisateurs qui vont plus efficacement disséminer leur pollen et donc assurer leur descendance de façon plus fiable, eh ben dans ce cas-là, en fait, cette morphologie en fait aura un avantage sélectif et du coup, la sélection naturelle peut s'appliquer par rapport à ça et faire que tu peux avoir un développement de morphologie où en fait la présence d'un animal qui va plus efficacement transmettre le patrimoine génétique de la plante va influencer l'évolution de la plante. Oh. Et vice versa, hein, la présence de la plante va aussi influencer sur l'évolution de l'animal qui pollinise. Parce que si c'est, par exemple, tu vois les morosphinx, tu vois ce que c'est ou pas? Les quoi? Les morosphinx. Non, je crois. Enfin, Les morosphinx, en fait, sont des papillons qui ont une morphologie et une niche écologique qui est très similaire à celle des colibris. Ça existe en France. Hein. Et en fait, ils arrivent à faire du vol sur place. C'est super impressionnant à voir. Si tu veux, je pourrais t'envoyer une vidéo. Et en fait, malgré le fait que c'est un papillon, donc c'est un arthropode, donc c'est un protostomien, il est très très éloigné des deutérostomiens comme les colibris. Leur ancêtre commun il est extrêmement ancien, mais ils ont développé une anatomie, une morphologie qui est très similaire par ce qu'on appelle la convergence évolutive, parce que en présence de fleurs qui possèdent du nectar, ils ont développé une même stratégie de survie, ils se sont adaptés à la même niche écologique, à la même stratégie pour survivre et se reproduire. Et du coup, en fait, leur évolution a été influencée par la présence de plantes à fleurs. Cet animal n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas des plantes à fleurs qui existaient, que ce soit le colibri ou le morosphinx. d'accord. Et alors, je vais essayer de reformuler, mais en changeant un petit peu pour voir si j'ai bien compris ce que tu m'avais dit avant, en fait. En gros, donc, ils ont évolué
c'est pas vraiment, c'est pas conscient du tout. Mais Non, en fait, absolument pas, non. mais le fait de d'avoir eu du vol stationnaire ou d'avoir une longue trompe pour C'était des caractéristiques qui étaient utiles pour assurer leur survie et leur reproduction. et du coup, comme voilà, et ceux qui sont capables de se reproduisent mieux, et du coup, c'est comme ça qu'on a une évolution vers ce type d'animal plutôt qu'un autre, c'est ça? Tout à fait. Ok, ok. Parce que Euh, si tu as une trompe plus longue, tu peux beaucoup plus facilement accéder aux ressources de nectar qu'une plante va te donner, qui a une espèce de d'échange qu'elle fait. Hein. C'est-à-dire, elle va sacrifier une partie de ses ressources pour donner du sucre, mais en échange, la présence de l'animal qui va visiter la fleur va augmenter les chances de reproduction de la plante à travers le pollen d'accord. qui va se transmettre. Ouais, et ok. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des espèces qui ont des formes un peu bizarres des fois. Des fois, ouais, et en fait, ça fait du coup, entre les plantes et les animaux qui intervenir ce qu'on appelle la coévolution. Et quand tu vas avoir différentes embranchements de la vie qui vont développer des caractéristiques similaires parce qu'ils sont dans une niche écologique qui est très similaire, ils ont une stratégie de survie similaire, c'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. Donc ça, c'est ce que ça s'observe entre le morosphinx et le colibri. Mais par exemple, le tigre de Tasmanie, qui aujourd'hui n'existe plus, avait une morphologie très similaire à celle de certains félins chasseurs ou des coyotes, alors que c'était des lémuriens, tout simplement parce que leur niche écologique c'était d'être un prédateur et que ce type de morphologie et ce type de corps était plus avantageux pour assurer la reproduction. Et d'ailleurs, avant que les papillons existent, il y avait d'autres insectes par le passé, on a retrouvé des fossiles qui avaient une anatomie qui était similaire, mais qui appartenaient pas au même clade, ils appartenaient pas au même embranchement. Donc en fait, ouais, l'environnement va influencer l'évolution des espèces. Sauf que dans l'environnement, il y a aussi la présence d'autres organismes, tout simplement. Donc c'est extrêmement complexe. Hein. Voilà, Oui, non, non, mais je comprends bien. Mais au moins déjà, voilà, tu m'as expliqué quelque chose qui est, enfin, des trucs. La convergence évolutive, je crois que j'ai compris. La coévolution, la c'est quoi? coévolution, c'est quand tu vas avoir deux espèces qui vont influencer sur l'évolution de l'une de l'autre. Deux espèces qui vont influencer une autre. Ouais. C'est En gros, l'espèce A influence l'évolution de l'espèce B et ouais. l'espèce B influence l'évolution de l'espèce A parce que les deux en fait interagissent d'une façon ou que ce soit par la coopération, ou par la compétition ou tu vois par des relations prédateurs ou parasites ou un truc comme ça. En fait, ils vont effectuer une pression sélective l'un sur l'autre du fait qu'ils existent dans le même environnement. Alors, là, tu m'as dit deux choses. Alors, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ça peut être plusieurs phénomènes, mais est-ce que c'est la même chose que le papillon, par exemple, et la fleur? Ou alors, c'est plutôt qu'il y a, par exemple, deux espèces qui vont avoir la même proie. Voilà, ça va être autre chose. Tu parlais de tigre, par exemple, et du coup, celui qui sera le plus fort va faire que l'autre va soit disparaît, ou soit doit s'adapter, c'est ça? C'est quoi les mécanismes? Ça peut être ça peut être plein de mécanismes différents, mais par exemple, mais la compétition, ça peut être aussi quelque chose qui se fait parce que tu disais, tu sais, t'as deux espèces qui sont chassées par le même prédateur, mais la compétition peut se faire même au sein de la même espèce. C'est-à-dire que tu peux avoir des animaux qui sont de la même espèce, qui sont capables de faire une descendance fertile entre eux, mais qui n'ont pas forcément le même patrimoine génétique et pas forcément les mêmes caractéristiques phénotypiques. Donc anatomiquement, par exemple, ils vont pas forcément avoir les mêmes capacités. Et du fait qu'ils sont en compétition les uns avec les autres, bah s'ils se mettent à courir en même temps, bah, le tigre peut-être qu'il va préférer choper celui qui est plus lent, tu vois. Ok. Donc des fois, en fait, les organismes, même au sein de la même espèce, vont être en compétition les uns avec les autres. De toute façon, la compétition, c'est vraiment un truc qui est au centre de la biologie et des écosystèmes, parce que par définition, en fait, les organismes vivants, ils ont besoin d'obtenir de l'énergie à un niveau anthropique faible par rapport à parce que nous, on convertit de l'énergie plus organisée entre guillemets, tu vois, la lumière du soleil, de l'énergie chimique de la Terre, etc. Mais c'est surtout le soleil à la base, en des formes d'énergie qui sont à un niveau d'entropie plus élevé, notamment la chaleur. Donc en fait, la Terre capte et perd autant d'énergie qu'elle en reçoit chaque année, mais pas sous la même forme. D'accord. Ok, il y a des transformations qui se font à ce niveau-là, quoi. Là, tu vois, ton corps, il produit de la chaleur actuellement. Oui, je le sais bien. Chaleur qui a été produite à partir, je sais pas, par exemple, du fait que tu fasses de la glycolyse. Glycolyse que tu as obtenue à partir du sucre, que tu as obtenu dans des plantes. Plantes qui ont fait ce sucre à partir de la photosynthèse. Donc en fait, tu as une conversion d'énergie des rayons de lumière du soleil, qui est une forme d'énergie avec un niveau d'entropie, donc de chaos, de désordre entre guillemets, qui est relativement faible. Et toi, tu as converti cette énergie en une énergie thermique qui ne peut pas être aussi facilement récupérée. Ok.
Bah, écoute, Et merci. tous les organismes ont besoin d'énergie. Que tu fasses ta propre matière organique à partir d'une source externe, comme par exemple les plantes qui font de la photosynthèse, ou alors que tu obtiennes ton énergie à partir de matière organique qui existe déjà, comme nous, par exemple, qu'on fait. Dans tous les cas, on vit sur une planète avec des ressources limitées, avec des habitats limités, et du coup, les organismes vivants sont nécessairement en compétition les uns avec les autres. Et donc, tu vas avoir un système très complexe, en fait, de différents organismes qui vont chacun, en fait, développer leur stratégie de survie. Et en fait, le fait que certains organismes existent va des fois, en fait, ouvrir la voie, ouvrir les portes à de nouvelles stratégies de survie pour d'autres organismes. Par exemple, tu vois, l'existence de lapins qui vont exploiter les plantes pour obtenir de la matière organique de ça, fait que, en fait, les lapins contiennent de l'énergie. Ils contiennent de la matière organique qui peut être exploitée par d'autres organismes. Et donc, la présence de lapins dans l'environnement ouvre une niche écologique pour la présence de prédateurs, par exemple. Ouais, Qui pourrait avoir comme stratégie de survie de prendre l'énergie, la chair, la matière qui se trouve dans les lapins. Ok, oui, d'accord, oui, ça permet d'autres choses, et sinon les prédateurs n'ont pas de lapin, ils peuvent pas survivre. Voilà. Encore une fois, on a ces concepts qu'on a développés qui sont, tu vois, qui reflètent pas la réalité telle qu'elle est. C'est juste des concepts qu'on utilise pour essayer de regrouper dans des boîtes des mécanismes qu'on observe, de pouvoir expliquer ce qu'on observe et de pouvoir prédire ce qui va arriver dans différents scénarios, ce qui peut fonctionner, hein. Mais après, c'est un modèle. Après, peut-être qu'il y a des façons d'analyser les choses, de voir les choses qui sont plus utiles. Peut-être qu'il y a certains concepts qu'il faut abandonner parce qu'ils manquent de précision, ou alors peut-être qu'ils ont un pouvoir explicatif qui est relativement limité par rapport à certains contextes. Et peut-être qu'il y a d'autres modèles qui seraient préférables. C'est surtout sur ces questions-là que les biologistes, tu vois, ils se foutent sur la gueule dans le terme de l'évolution. Mais après, par exemple, sur la notion qu'on partage un ancêtre commun avec les chimpanzés, là, il y a vraiment aucun doute, tu vois. Enfin, voilà. Ah, d'accord. Bah, j'avais entendu là, précédemment, justement, on disait peut-être à la marge, mais il savait pas trop, et je crois que là, tu viens de l'expliquer. Par contre, ça fait largement plus de 15 minutes, je te remercie. Ouais, on peut arrêter là si tu veux. Mais j'espère que ça serait intéressant. Ah bah oui, carrément, quoi. Je te dis, voilà, il y avait des choses dont j'avais déjà entendu parler, puis d'autres, voilà. Je suis loin d'être un spécialiste, de connaître tout ça, quoi. Bah, écoute, tu peux aller voir les termes convergence évolutive, coévolution, niche écologique. Si tu connais pas trop ces termes, tu peux aller creuser un petit peu. Mais ça va te faire une culture de base qui va te permettre de mieux comprendre pas mal de discussions autour du sujet. En fait, ça permet de communiquer des idées relativement complexes en quelques mots, en fait. Tu vois, une fois que tu as compris le concept, c'est plus facile de communiquer. D'accord, ok. Bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Je vais demander déjà s'il y a des questions pour toi, des questions à emporter peut-être. Ouais. Non, c'est nous normalement qui les posons les questions à emporter. Je veux bien que tu fasses tout, mais alors, si tu veux, je te laisse les clés du live vers 20h et tu feras le ménage. Comme ça, la semaine prochaine qu'on arrive, tout est prêt. Non, j'ai pas de questions à emporter, malheureusement. Ah, ok, bah dans ce cas-là, c'est ok. Bah, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant dans tous les cas et merci de m'avoir reçu. Bah attends. Attends, il y a John, et puis encore une dernière question importante. Ah, pardon, ok, pardon, vas-y. Non, j'ai pas de questions à emporter, donc... bon. Ok. Bah écoute, je te remercie en tout cas, voilà, c'était vraiment intéressant. Et moi, du coup, j'ai deux questions pour toi. Les deux dernières. Déjà, bah, comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé l'exercice? Et l'autre, je crois que t'allais aller là-dessus. Peut-être qu'il y a des questions que je t'ai pas posées. Enfin, tu vois, j'ai essayé de comprendre des choses. Et peut-être qu'il y a une question que t'aurais aimé que je pose et que j'ai pas posée. Je sais pas. Enfin, une question qui aurait pu être intéressante à la limite, c'était s'il y a quelqu'un qui émet des doutes sur le fait que différents animaux, humains compris, partagent un ancêtre commun, ou tu vois des choses qui sont assez basiques dans le modèle, qui sont parfois rejetées par pas mal de gens de nos jours. Quels éléments de preuve seraient les plus pertinents à leur amener s'ils sont un peu dans le doute, s'ils savent pas trop, pour justement les convaincre, leur faire comprendre le modèle, comment faire. Ça c'est une question que je trouve intéressante sur ce sujet. C'est tout. Ok. Je la note, peut-être que je pourrais la poser à quelqu'un d'autre. Et du coup, oui, ça a été pour toi, ça s'est bien passé? Ah oui, non, nickel, c'était très chill, merci beaucoup. Bon, bah c'est J'espère que cool. j'étais pas embêtant. Comment? J'espère que j'étais pas embêtant. Non, pas du tout. T'inquiète pas du tout pour ça. Je te dis, moi, j'ai plutôt écouté. Donc c'est bien, ça fait partie de l'entretien. Et poser quelques questions comme ça pour comprendre